Le ciel de Paris s'assombrit avec une vitesse surnaturelle en cet après-midi de mars. Jean-Luc Dubois observait, depuis la baie vitrée panoramique de son bureau au sommet d'une tour de la Défense, les nuages noirs et épais qui s'amoncelaient à l'horizon, engloutissant les derniers rayons du soleil couchant. Son reflet dans le verre blindé lui renvoyait l'image d'un homme de 35 ans, cheveux bruns foncés, méticuleusement coupés, mâchoire définie et des yeux alourdis par des souvenirs qu'il préférait oublier. « Monsieur Dubois », la voix de son assistante retentit dans l'interphone. « L'hélicoptère ne pourra pas décoller à cause des conditions météorologiques. Dois-je reporter votre visite à l'usine du Val-de-Loire pour demain ?» Jean-Luc appuya sur le bouton de l'interphone plus fort que nécessaire. « Non, Manon, je conduirai. »« Mais monsieur, le service de météorologie vient d'émettre une alerte rouge. Ce pourrait être la pire tempête en 50 ans et l'autoroute. »« J'ai dit que je conduirais, » l'interrompit-il, sa voix ne laissant aucune place à la discussion. « Annulez simplement le dîner avec les investisseurs. » Un soupir résigné précéda la réponse de son assistante. « Bien, monsieur. » Jean-Luc attrapa son manteau Armani sur le portant et vérifia la Rolex à son poignet. 17h45. S'il partait maintenant, il arriverait à la nouvelle usine avant 20h, même avec la tempête. Il n'avait pas bâti un empire en laissant la météo dicter son agenda. L'ascenseur privé le mena directement au garage souterrain où l'attendait sa Porsche Cayenne noire. Le son de ses chaussures italiennes résonnait contre le béton alors qu'il se dirigeait vers le véhicule, les clés cliquetant dans sa main. Ce n'est qu'une fois installé dans l'intérieur en cuir qu'il laissa son masque d'exécutif impitoyable glisser un peu. « Tu es têtu et stupide », murmura-t-il pour lui-même en démarrant la voiture. Le doux ronronnement du moteur allemand ne pouvait étouffer la voix dans sa tête, une voix qui ressemblait étrangement à celle de sa mère. Les premières gouttes de pluie commencèrent à tomber alors qu'il émergeait dans la rue, grosses et lourdes, s'écrasant contre le pare-brise comme de minuscules bombes à eau. En quelques minutes, le crachin habituel de la ville s'était transformé en un déluge. Jean-Luc alluma la radio, plus pour avoir un bruit de fond que par réel intérêt. La voix du météorologue semblait tendue. « Nous exhortons tous les conducteurs à chercher un abri immédiatement. Ce système de basse pression sans précédent provoque des rafales de vent allant jusqu'à 120 km/h. Nous avons déjà des rapports d'arbres tombés sur les grands axes. » Un éclair déchira le ciel, suivi instantanément par un coup de tonnerre qui fit vibrer les vitres de la voiture. Jean-Luc régla les essuie-glaces à leur vitesse maximale, mais même ainsi, sa visibilité diminuait à chaque seconde. Les lumières de la ville s'estompèrent derrière lui alors qu'il continuait sur l'autoroute en direction du Val-de-Loire. Alors que l'obscurité s'épaississait, des souvenirs qu'il gardait soigneusement enfermés commencèrent à s'infiltrer par les coins de son esprit. Une autre tempête, il y a près de 30 ans. Il avait 7 ans, trempé jusqu'aux os, debout à la porte d'un hôpital public. « Non », dit-il à voix haute, augmentant le volume de la radio. Il n'allait pas penser à ça. Pas aujourd'hui. Le tableau de bord numérique indiquait 19h45 et la température extérieure chutait rapidement. La pluie tombait maintenant en rideaux si denses que les phares des rares voitures encore sur la route devenaient des lueurs fantomatiques à travers le verre. C'est alors que quelque chose attira son attention sur le bas-côté. Un instant, il crut avoir vu. Non, ça ne pouvait pas être ça. Il ralentit, ses yeux bruns scrutant l'obscurité à travers le rideau de pluie. Le vent hurlait dehors, fouettant violemment les arbres qui bordaient pour la route. Un autre éclair illumina la nuit, comme un flash de caméra géant, et son cœur s'arrêta. 3 petites silhouettes étaient blotties sous un arbre partiellement tombé. 2 filles, l'une qui ne pouvait pas avoir plus de 5 ans et l'autre encore plus jeune, se serraient l'une contre l'autre, protégeant quelque chose entre elles. Même à travers la pluie torrentielle, Jean-Luc pouvait voir qu'ils étaient trempés, leurs vêtements collés à leurs petits corps tremblants. Le temps sembla se figer, et soudain, il n'était plus là. « Jean-Luc, tu ne peux pas rester ici. L'orphelinat est le meilleur endroit pour toi en ce moment. » La voix de Sandra, son assistante sociale, résonna à travers les décennies.
l'odeur de désinfectant de l'hôpital, le son de la pluie contre la vitre de la chambre ou sa mère. Un cri perçant déchira le bruit de la tempête, le ramenant violemment au présent. Un bébé. Il y avait un bébé avec ses filles. Ses mains bougèrent d'elles-mêmes, guidant la voiture sur l'accotement. La boue gicla sous les pneus alors qu'ils freinaient, et un instant, les enfants parurent effrayés, comme s'ils allaient s'enfuir. La plus grande tira la plus jeune derrière l'arbre, mais Jean-Luc pouvait voir que leurs jambes tremblaient trop pour aller n'importe où. « Non, ne bougez pas, » murmura-t-il, bien qu'elles ne pussent l'entendre. Jean-Luc coupa le moteur, mais laissa les phares allumés, son cœur battant si fort que ça faisait mal alors qu'il attrapait le parapluie sur le siège passager. La pluie le frappa comme un mur quand il ouvrit la portière et le vent faillit lui arracher le parapluie des mains. « Hé !» appela-t-il, essayant de rendre sa voix aussi douce que possible en s'approchant. Le vent emporta ses mots, l'obligeant à crier. « C'est bon, je ne vous ferai pas de mal !» La fille aînée, cheveux noirs dégoulinant d'eau, de grands yeux effrayés, serra sa sœur plus fort. Entre elles, partiellement protégées par leur corps, un bébé de pas plus de 6 mois gémissait, le visage rouge de pleurs et de fièvre. Même de loin, Jean-Luc pouvait voir que quelque chose n'allait pas avec l'enfant. « Je m'appelle Jean-Luc, » continua-t-il, s'arrêtant à quelques pas et s'accroupissant à leur hauteur. Son costume italien à 3 000 € était complètement ruiné par la pluie, mais il le remarqua à peine. « Vous ne pouvez pas rester ici, c'est trop dangereux. » La fille aînée l'étudia avec une intensité qui le fit déglutir. Il y avait quelque chose dans son regard, un mélange de peur et de détermination, d'innocence et d'une sagesse cruelle, bien trop grande pour quelqu'un de son âge, qui le frappa comme un coup de poing. « On ne peut pas aller avec des inconnus, » répondit-elle, sa voix tremblant autant que son corps, mais essayant tout de même de paraître ferme. Un autre coup de tonnerre explosa au-dessus de leur tête, si près que Jean-Luc sentit les poils de son cou se hérisser. Le bébé se mit à pleurer plus fort, un son désespéré qui semblait lui percer la poitrine. La plus jeune sanglota, enfouissant son visage dans l'épaule de sa sœur. « Amélie, j'ai peur, » chuchota-t-elle, mais le vent porta ses mots jusqu'à Jean-Luc. « Je sais que vous ne devriez pas aller avec des inconnus, » dit doucement Jean-Luc, essayant d'ignorer comment son propre corps tremblait, et pas seulement de froid, mais cette tempête est trop dangereuse. Regardez cet arbre, il pourrait tomber à tout moment. Ma voiture est chaude et je peux vous emmener quelque part en sécurité. Comme pour souligner ces mots, un craquement sinistre retentit au-dessus d'eux. Une des branches les plus épaisses de l'arbre avait commencé à céder sous le poids de l'eau et la force du vent. La fille aînée, Amélie, leva les yeux, puis regarda sa sœur et le bébé, et enfin Jean-Luc à nouveau. Ses yeux sombres semblèrent percer son âme, comme s'il pouvait lire chaque secret et chaque cicatrice qu'il portait. « Noah est malade, » dit soudainement la plus jeune, sa voix presque perdue sous le rugissement de la pluie. Le bébé toussa, un son humide et inquiétant qui glaça le sang de Jean-Luc. Il remarqua que même si les vêtements des enfants étaient trempés, ils semblaient bien entretenus. Ce n'étaient pas des enfants des rues. Quelque chose s'était passé, quelque chose qui les avait amenés ici. « Amélie, » dit-il, choisissant ses mots avec soin, « je te promets que je ne vous ferai pas de mal. Je suis une bonne personne et je veux juste vous aider. Ce bébé a besoin d'un médecin et vous deux, vous avez besoin de vous réchauffer. S'il te plaît, laisse-moi t'aider. » Un éclair particulièrement vif illumina le ciel, suivi instantanément d'un coup de tonnerre assourdissant. L'arbre au-dessus d'eux craqua dangereusement, de petites branches commençant à pleuvoir autour d'eux. Cela sembla sceller la décision d'Amélie. « D'accord, » dit-elle, sa petite voix essayant de paraître courageuse. « Mais si tu essaies quelque chose de mal, je... »« Non, promis, » assura Jean-Luc en s'avançant lentement avec le parapluie. « Tu es très courageuse, tu sais ça? Maintenant, venez, vite. » Il guida les filles vers la voiture, ouvrant la portière arrière. L'intérieur chaud semblait un autre monde comparé au chaos extérieur. Amélie monta la première, tenant toujours le bébé, Noah, avec une compétence qui brisa le cœur de Jean-Luc. «
Quel genre de vie avait forcé une fillette de 5 ans à développer de telles aptitudes? « Comment tu t'appelles » demanda doucement Jean-Luc à la plus jeune, en l'aidant à grimper. « Léa » répondit-elle timidement, ses dents claquant de froid. Ses vêtements trempés commençaient à former une flaque sur le siège en cuir, mais Jean-Luc s'en moquait. Il referma la portière et se dépêcha de rejoindre le côté conducteur, se jetant sur le siège. L'eau dégoulinait de son costume trempé, mais ses yeux étaient fixés sur le rétroviseur, observant les enfants. Amélie avait positionné le bébé Noah sur ses genoux avec une familiarité qui suggérait une longue pratique. Ses yeux ne quittaient jamais Jean-Luc, attentif à chacun de ses mouvements. « Il y a des couvertures dans le coffre, » dit-il, ressortant sous la pluie pour les chercher. Quand il revint avec 3 couvertures douces, son cœur se serra à la vue de la façon dont les filles se blottissaient sur le siège, comme des animaux blessés attendant le prochain coup. Amélie, en particulier, semblait porter le poids du monde sur ses petites épaules, ses yeux toujours alertes, toujours protecteurs. « Tenez » offrit-il les couvertures, regardant Amélie envelopper adroitement le bébé d'abord, puis aider Léa, et enfin se couvrir elle-même. Ses mouvements étaient précis, automatiques, comme si elle avait fait cela des centaines de fois. Le silence à l'intérieur de la voiture était lourd, rompu seulement par le son étouffé de la tempête et les sanglots occasionnels du bébé. Jean-Luc pouvait voir 1000 questions dans les yeux des filles, mais aussi une peur profonde d'y répondre. Quelque chose s'était passé pour ces enfants, quelque chose qui les avait fait fuir dans une tempête plutôt que de chercher de l'aide. « Vous devez avoir faim » dit-il doucement, décidant de ne pas insister. De sa propre enfance, il savait que certaines histoires avaient besoin de temps avant de pouvoir être racontées. « Je connais un endroit sûr où nous pouvons nous arrêter pour manger quelque chose de chaud. Ça vous dit ?» Amélie et Léa échangèrent un regard, une communication silencieuse passant entre elles. Ce fut Léa qui répondit, sa petite voix à la fois menue et pleine d'espoir. « Est-ce qu'il y a du chocolat chaud ?» Jean-Luc sentit un sourire, le premier vrai sourire depuis longtemps, se former sur ses lèvres. « Bien sûr qu'il y a du chocolat chaud. » Il démarra la voiture, mettant le chauffage à fond, alors qu'il manœuvrait pour revenir sur l'autoroute. Son esprit planifiait déjà les prochaines étapes. Ses enfants avaient besoin de soins médicaux, de nourriture chaude, de vêtements secs et d'une protection. Contre qui ou quoi, il ne le savait pas encore, mais il sentait qu'il y avait plus dans cette histoire que 3 enfants perdus sous la pluie. Le bébé Noah toussa de nouveau, et Jean-Luc vit dans le rétroviseur comment Amélie le serra plus fort, ses grands yeux remplis d'une peur qu'aucun enfant ne devrait jamais connaître. Quelque chose en lui, quelque chose qu'il avait enterré il y a longtemps avec ses propres larmes d'enfant, commença à s'agiter. « Tout va bien », dit-il doucement, se surprenant lui-même par la certitude dans sa voix. « Vous êtes en sécurité maintenant. Je vais prendre soin de vous. » Et alors que la Porsche fendait le rideau de pluie, Jean-Luc Dubois sut que sa vie ne serait plus jamais la même. La tempête à l'extérieur continuait de faire rage, mais à l'intérieur de la voiture, 3 petits cœurs commençaient à ressentir quelque chose qu'ils avaient oublié depuis longtemps, l'espoir. Le destin, ce joueur fantasque, venait de rebattre les cartes, et cette fois, les enjeux étaient les plus élevés de tous, le droit d'avoir une famille. Jean-Luc se réveilla en sursaut, le cou endolori par la position inconfortable dans le fauteuil. La douce lumière du matin filtrait à travers les rideaux, et un instant, il se demanda pourquoi il n'était pas dans son propre lit. Puis, les souvenirs de la nuit précédente le frappèrent comme une vague. La tempête, les enfants, sa décision impulsive. Il se leva silencieusement et se dirigea vers la porte de la chambre d'amis. Il l'entr'ouvrit juste assez pour voir le lit. Amélie était assise, complètement alerte, Noah dans ses bras. Ses yeux rencontrèrent immédiatement ceux de Jean-Luc. « Bonjour » murmura-t-il. « Avez-vous bien dormi ?» La fille hocha légèrement la tête. Léa dormait encore profondément, sa petite main agrippant un pyjama à l'imprimé licorne. « Noah va mieux » informa Amélie à voix basse. « Il n'est plus aussi chaud. Puis-je entrer pour vérifier sa température ?» Un autre hochement de tête.
Jean-Luc prit le thermomètre sur la table de chevet où il l'avait laissé la veille et s'approcha prudemment. 37,2 degrés. La fièvre avait considérablement baissé. « Que diriez-vous d'un petit déjeuner » suggéra-t-il. « On peut laisser Léa dormir un peu plus longtemps. » Amélie hésita, regardant sa sœur. « Mais si elle se réveille et ne me voit pas ?»« On laissera la porte ouverte, » répondit Jean-Luc, « et tu pourras l'entendre si elle appelle. » Dans la cuisine, Jean-Luc constata que Manon avait pensé à tout. Il y avait des céréales, des fruits, des pains, du lait, du jus, un vrai petit déjeuner d'enfant. Il regarda avec fascination Amélie préparer le biberon de Noah avec la même précision qu'elle avait montré la nuit précédente. « Tu es vraiment doué pour ça », remarqua-t-il nonchalamment en lui versant des céréales. « Maman m'a appris », répondit automatiquement Amélie, puis ses yeux s'écarquillèrent, comme si elle avait dit quelque chose qu'elle n'aurait pas dû. Elle se concentra sur Noah, évitant le regard de Jean-Luc. Jean-Luc remarqua le changement et n'insista pas. Au lieu de cela, il se mit à couper des fruits. « Tu sais, je n'ai jamais eu d'enfant dans cette maison. En fait, j'utilise à peine cette cuisine. Je mange généralement au bureau. »« Tu vis tout seul dans cette immense maison ?» demanda Amélie, la curiosité l'emportant momentanément sur sa prudence. « Oui. Enfin, Manon vient tous les jours et l'équipe de nettoyage est là 3 fois par semaine. Mais oui, je vis seul. » Pourquoi ? La question directe le prit au dépourvu. « Eh bien, je suppose que j'ai toujours été trop occupé par le travail. » Amélie sembla considérer cela en nourrissant Noah. « Ça doit être triste. » Ce fut au tour de Jean-Luc d'éviter le contact visuel. Parfois, admit-il doucement, le bruit de petits pas les interrompit. Léa apparut dans l'embrasure de la cuisine, les cheveux en désordre et le pyjama licorne de travers. « Amélie » appela-t-elle, la voix encore lourde de sommeil. « Par ici, Léa » répondit Amélie. « Tu veux des céréales ?» La plus jeune s'approcha en se frottant les yeux. Elle s'arrêta en voyant le généreux étalage sur la table, ses yeux s'écarquillant. « Tu peux prendre tout ce que tu veux » encouragea Jean-Luc. Léa regarda Amélie, qui hocha légèrement la tête. Ce n'est qu'alors que la petite fille grimpa sur l'une des chaises, acceptant le bol de céréales que sa sœur glissa vers elle. Le petit déjeuner se passa dans un silence relatif, rompu seulement par les bruits de succion occasionnels de Noah sur son biberon et le cliquetis des ustensiles. Jean-Luc remarqua comment Amélie supervisait chaque bouchée de Léa, comme si elle avait l'habitude de s'assurer que sa sœur mangeait correctement. « Il y a un jardin derrière », commenta Jean-Luc quand il vit que les filles avaient fini. « Un assez grand jardin. Une fois que Noah fera la sieste, vous aimeriez le voir ?» Le visage de Léa s'illumina, mais elle jeta rapidement un coup d'œil à Amélie. La fille aînée semblait partagée entre la prudence et l'envie de faire plaisir à sa sœur. « Est-ce qu'il y a une balançoire ?» demanda timidement Léa. « Non, » admit Jean-Luc, « mais nous pouvons y remédier. » Il attrapa son téléphone et envoya rapidement un texto à Manon. Besoin d'une aire de jeu complète installée aujourd'hui dans le jardin. La réponse arriva presque immédiatement. « Déjà en cours, monsieur. » Noah commença à s'agiter après son biberon, les yeux lourds de sommeil. Amélie le berça automatiquement, mais Jean-Luc pouvait voir qu'elle était aussi fatiguée. « Et si vous vous reposiez tous un peu ?» suggéra-t-il. « Peut-être qu'il y a un dessin animé à la télé que Léa aimerait regarder, et tu peux coucher Noah. » À sa surprise, Amélie accepta sans résistance. Peut-être que le confort de la nuit précédente et le petit déjeuner copieux avaient recommencé à faire baisser ses défenses, même un peu. Dans la salle de télévision, Jean-Luc alluma une chaîne pour enfants et regarda Léa s'installer sur le canapé, les yeux rivés sur l'écran où des personnages colorés dansaient et chantaient. Amélie s'assit à côté d'elle, Noah dormant paisiblement dans ses bras. « Il y a un berceau portable dans le coin » indiqua Jean-Luc. « Manon l'a apporté ce matin. Veux-tu que je t'aide à y placer Noah ?» Amélie étudia le berceau un instant avant d'acquiescer. Ensemble, ils placèrent le bébé à l'intérieur, qui ne bougea pas pendant le transfert. « Tu peux te reposer aussi, » dit doucement Jean-Luc. « Je resterai ici dans le fauteuil. Personne n'entrera, je te le promets. » La fille se mordit la lèvre,
luttant clairement contre l'épuisement. Léa était déjà complètement absorbée par le dessin animé, fredonnant doucement avec les personnages. Juste un petit peu, finit par accepter Amélie en s'installant sur le canapé à côté de sa sœur. En quelques minutes, ses paupières commencèrent à tomber. Jean-Luc la regarda lutter pour garder les yeux ouverts jusqu'à ce qu'elle cède finalement au sommeil. Ce n'est qu'alors qu'il laissa ses propres larmes silencieuses couler. Ses enfants avaient vécu quelque chose de traumatisant, c'était évident. La façon dont Amélie se comportait, comment elle protégeait sa fratrie, comment elle semblait toujours sur le qui-vive. Aucune fillette de 5 ans ne devrait avoir de tels fardeaux. Son téléphone vibra avec un message de Manon. « L'équipe d'installation de l'aire de jeu arrivera dans 1 heure. J'ai aussi prévu de nouveaux vêtements, des jouets et plus de fournitures. Dois-je les apporter maintenant ?» Jean-Luc regarda les enfants endormis. « Plus tard, répondit-il, laisse-les se reposer un peu. » Il se leva doucement et alla à la fenêtre. La journée était étonnamment claire après la tempête de la veille. Quelques arbres étaient tombés dans le jardin et la piscine était remplie de feuilles. Dans quelques heures, cet espace serait transformé en un paradis pour enfants. Son téléphone sonna, le bureau. Avec un soupir, il refusa l'appel et envoya un message à son assistante. « Je ne serai pas au bureau aujourd'hui. Annulez tous les rendez-vous. » Il retourna à son fauteuil, observant le sommeil agité d'Amélie, le doux sourire de Léa qui s'était assoupie avec le dessin animé toujours en cours, et la respiration maintenant régulière de Noah dans le berceau. Il ne savait pas ce qui était arrivé à ses enfants. Il ne savait pas qui était leur mère, ni pourquoi ils étaient seuls dans cette tempête. Mais il savait, avec une certitude qui venait des profondeurs de son âme, qu'il ferait n'importe quoi pour les protéger. « De quoi que ce soit que vous fuyiez, » murmura-t-il dans le silence de la pièce. « C'est fini. Je le promets. » Et Jean-Luc Dubois n'était pas un homme à rompre ses promesses. Le son de voix excitée dans le jardin réveilla Jean-Luc de sa somnolence dans le fauteuil. Il se leva rapidement, momentanément désorienté, jusqu'à ce que les événements des dernières 24 heures reviennent en mémoire. Par la fenêtre du salon, il vit Léa sauter avec enthousiasme près des ouvriers qui installaient l'aire de jeu, tandis qu'Amélie observait à distance, Noah en sécurité dans ses bras. « Monsieur Jean-Luc !» cria Léa en l'apercevant à travers la vitre. « Regarde comme c'est cool !» Il sourit, notant que la petite semblait plus à l'aise après quelques heures de sommeil et un repas chaud. Amélie, en revanche, maintenait sa posture de surveillance, bien que ses yeux pétillent également à la vue du toboggan en cours de montage. « C'est presque prêt, » dit-il en sortant dans le jardin. « Encore 1 heure environ, et vous pourrez jouer. » C'est alors qu'il remarqua que Noah semblait à nouveau agité, son visage rougi par des pleurs étouffés. Amélie le berçait doucement, mais l'inquiétude dans ses yeux était évidente. « Il est de nouveau chaud, » dit-elle doucement quand Jean-Luc s'approcha. « Rentrons vérifier sa température, » suggéra-t-il gentiment. « Léa peut rester ici et regarder les ouvriers. Elle est en sécurité avec eux. » Amélie hésita, jetant un coup d'œil à sa sœur. « Léa, » appela-t-elle, « reste là où je peux te voir, d'accord ?» Dans la cuisine, alors que Jean-Luc préparait un nouveau biberon et prenait le réducteur de fièvre, il réalisa qu'il était temps. Les enfants étaient avec lui depuis près d'1 journée, et bien qu'il ait respecté leur silence jusqu'à présent, il avait besoin de savoir ce qui s'était passé. « Amélie » commença-t-il doucement, s'asseyant à table avec elle pendant que Noah prenait son médicament, « je pense que nous devons parler. » La fille se tendit immédiatement, ses bras se resserrant autour du bébé. « À propos de quoi ? De la façon dont vous vous êtes retrouvés sur cette route hier soir. » Jean-Luc garda sa voix douce mais ferme. « Je sais que c'est difficile d'en parler, mais j'ai besoin de savoir pour pouvoir vous aider. » Amélie baissa le regard, se concentrant sur Noah. Un long moment, Jean-Luc crut qu'elle n'allait pas répondre. Quand elle parla enfin, sa voix était presque un murmure. « Maman est tombée malade, » commença-t-elle. « Vraiment très malade. On vivait juste nous 4 dans un petit appartement, mais elle a toujours bien pris soin de nous. Même quand elle était faible, elle essayait toujours de tout faire.
Sa voix vacilla et Jean-Luc résista à l'envie de tendre la main pour la réconforter. Il savait qu'elle devait le raconter à sa manière. « C'est arrivé si vite, » continua Amélie, une larme roulant sur sa joue. Un jour, elle était juste fatiguée. Le lendemain, elle a dû aller à l'hôpital. Elle m'a fait promettre que je m'occuperais de Léa et Noah, que je ne laisserais personne nous séparer. Le cœur de Jean-Luc se serra. Et puis elle n'est jamais revenue. Amélie essuya sa larme avec le dos de sa main. Des gens du gouvernement sont venus. Ils ont dit qu'on irait dans un endroit temporaire jusqu'à ce qu'ils nous trouvent une famille. Mais elle s'interrompit, se mordant la lèvre. Jean-Luc pouvait voir le conflit dans ses yeux, la peur d'en dire trop, de faire trop confiance. « C'est bon, » l'encouragea-t-il. « Tu peux me le dire ?» Ils allaient envoyer Léa et Noah ailleurs. Les mots sortirent en un flot précipité. Je les ai entendus parler quand ils pensaient que je dormais. Ils ont dit que les bébés sont plus faciles à adopter, que Léa est encore jeune, mais que moi, je suis trop vieille. Personne ne veut d'une enfant plus âgée. La colère que ressentit Jean-Luc était si intense qu'il dut prendre plusieurs respirations profondes avant de pouvoir parler. « Alors tu t'es enfui ?» Amélie hocha la tête. Maman avait une sœur à Lyon. Elle l'avait mentionné quelquefois, m'avait montré de vieilles photos. Je pensais que si on pouvait juste arriver là-bas. Pourquoi n'as-tu pas demandé de l'aide à l'orphelinat ? Ils ne nous laissaient pas téléphoner. Et quand j'ai essayé de parler de ma tante, ils ont dit qu'ils avaient déjà cherché toute notre famille et que personne ne pouvait nous prendre. Amélie ajusta Noah dans ses bras. Mais je savais que c'était un mensonge. Ils voulaient juste nous séparer le plus vite possible. Jean-Luc ferma les yeux un instant, essayant de contrôler ses émotions. « Comment es-tu parti ?»« La nuit, après que tout le monde se soit endormi. J'avais gardé des restes du dîner, mis des vêtements dans un sac à dos. Noah a un peu pleuré, mais on est sorti par une fenêtre du rez-de-chaussée. Il y avait une pointe de fierté dans sa voix. On a beaucoup marché. On a pris le bus quand on pouvait. Mais ensuite, il a commencé à pleuvoir et Noah est tombé malade. Sa voix se brisa finalement, et cette fois, Jean-Luc ne put se retenir. Il s'avança lentement pour ne pas l'effrayer et posa une main sur son épaule. À sa surprise, Amélie ne se recula pas. « Tu as été très courageuse, » dit-il doucement. « Vraiment très courageuse. Mais maintenant, tu n'as plus besoin de fuir. » Amélie leva les yeux, et il y avait tant de peur et d'espoir mêlés dans ce regard que Jean-Luc sentit sa poitrine se serrer. « Est-ce que tu vas les appeler ? Tu vas nous renvoyer là-bas ?»« Non, » répondit-il sans hésitation. « Je ne laisserai personne vous séparer. Promis ? » « Promis ?» Noah choisit ce moment pour laisser échapper un petit gazouillis, faisant sourire légèrement Amélie. C'était la première fois que Jean-Luc voyait un vrai sourire sur son visage. « Le nom de notre maman était Sophie, » dit-elle après un moment. « Sophie Martin. Elle faisait 2 boulots pour s'occuper de nous. Même quand elle était très fatiguée, elle nous racontait toujours des histoires avant de dormir. » Jean-Luc mémorisa le nom, prévoyant déjà de lancer une enquête discrète. Elle avait l'air d'être une mère merveilleuse. « C'était la meilleure maman du monde, » murmura Amélie, d'autres larmes coulant. « Elle nous faisait nous sentir en sécurité, tu sais, même quand on n'avait pas beaucoup d'argent, même quand les choses étaient dures. Elle disait toujours qu'on était sa famille, que la famille reste ensemble, quoi qu'il arrive. » De l'extérieur vint le rire de Léa, faisant rapidement regarder Amélie vers la fenêtre. La petite était toujours là, aidant maintenant l'un des ouvriers à choisir la couleur de la balançoire. « Léa ne comprend pas vraiment, » continua Amélie. « Elle sait que maman est partie au ciel, mais je ne pense pas qu'elle réalise que c'est pour toujours. Et Noah, il était si petit, il ne se souviendra pas d'elle. » La douleur dans sa voix était palpable, et Jean-Luc sentit ses propres larmes menacer de couler. Comment une fillette de 5 ans pouvait-elle porter tant de poids ? « Amélie, regarde-moi » demanda-t-il gentiment. Quand elle le fit, il poursuivit. « Tu n'es plus seule maintenant. Je sais que tu ne me connais pas encore bien et que tu as tout à fait le droit de ne pas me faire confiance. Mais je te promets de tout mon cœur que je ferai tout ce que je peux pour vous garder ensemble et en sécurité. Pourquoi ?
La question était sincère, ses yeux sombres étudiant le visage de Jean-Luc comme pour y chercher le moindre signe de tromperie. « Pourquoi tu t'en soucies ?» Jean-Luc pensa à sa propre histoire, aux cicatrices qu'il portait de son enfance. Mais ce n'était pas le moment de tout partager. « Parce qu'aucun enfant ne devrait vivre ce que tu as vécu, » répondit-il simplement. « Et parce que dès l'instant où je vous ai vu sur cette route, quelque chose en moi a changé. Je ne peux pas l'expliquer, mais je sais que j'étais censé vous trouver. » Amélie considéra ces mots un long moment. Puis, à la surprise totale de Jean-Luc, elle se pencha légèrement vers lui, lui permettant de passer un bras autour de ses épaules alors qu'elle tenait toujours Noah. « Je suis fatiguée, » admit-elle dans un murmure. « Fatiguée d'être forte tout le temps. »« Je sais, » répondit Jean-Luc, sa propre voix tremblante. « Je sais, ma chérie. Mais maintenant, tu peux te reposer un peu. Laisse-moi être fort pour vous. » Ils restèrent ainsi plusieurs minutes, le silence rompu seulement par la douce respiration de Noah et les bruits lointains de Léa jouant dans le jardin. Jean-Luc pouvait sentir de petits tremblements secouer le corps d'Amélie, des années de peur et de responsabilité trouvant enfin un exutoire. « Amélie, monsieur Jean-Luc !» La voix excitée de Léa vint de la porte de la cuisine. « La balançoire est prête, venez voir. » Amélie se redressa rapidement, s'essuyant le visage. Mais quelque chose était différent dans ses yeux maintenant, une minuscule étincelle d'espoir. « Tu veux aller voir la balançoire ?» demanda doucement Jean-Luc. « Oui, » répondit-elle, et pour la première fois, sa voix ressemblait à celle d'une fillette de 5 ans. « Mais d'abord, est-ce que tu peux tenir Noah un peu ? J'ai mal au bras. » La demande, si simple mais si lourde de sens, fit gonfler le cœur de Jean-Luc. Prudemment, il prit le bébé, qui se blottit simplement contre lui, sans se réveiller. « Va rejoindre ta sœur, » dit-il. « On est bien ici. » Il regarda Amélie marcher vers Léa, qui attrapa immédiatement sa main et commença à la tirer vers le jardin, en bavardant sur la façon dont elle avait aidé à choisir les couleurs de l'aire de jeu. Baissant les yeux sur Noah, dormant paisiblement dans ses bras, Jean-Luc murmura « Ta mère a fait un travail incroyable, et maintenant, c'est à mon tour de prendre soin de vous. » La matinée s'écoula, apportant avec elle la promesse d'un nouveau départ. Dans le jardin, le son des rires des filles se mêlait au chant des oiseaux, et là, dans la cuisine autrefois solitaire de son hôtel particulier, Jean-Luc Dubois comprit enfin ce que signifiait vraiment une famille de cœur. Jean-Luc observait les filles jouer dans le jardin par la fenêtre de la cuisine quand le premier souvenir le frappa. C'était l'une de ces réminiscences qu'il gardait enfermées, avec tous les autres souvenirs douloureux de son enfance. C'était un jour d'été, et Jean-Luc, 7 ans, était assis sur les marches de l'immeuble délabré où il vivait avec sa mère. La peinture s'écaillait, les couloirs sentaient toujours le moisi. Sylvie Dubois arriva du travail, vêtue de l'uniforme froissé de l'hôpital où elle était agent d'entretien, de profonds cernes sous ses yeux fatigués. « Qu'est-ce que tu fais dehors tout seul, mon Jean-Luc ?»« Je t'attends, maman, » répondit-il en se levant pour la serrer dans ses bras. Les pleurs de Noah le ramenèrent au présent. Le bébé s'était réveillé dans ses bras et s'agitait, ayant probablement faim. « Amélie !» appela-t-il par la fenêtre. « Noah est réveillé. Viens m'aider avec son biberon. » La fille quitta la balançoire où elle et Léa jouaient et se précipita à l'intérieur. Ses yeux, autrefois si méfiants, contenaient maintenant quelque chose qui ressemblait à de l'acceptation quand elle regardait Jean-Luc. Pendant qu'Amélie préparait le biberon avec sa compétence habituelle, un autre souvenir s'immisça dans ses pensées. « Maman, tu dois voir un médecin », avait insisté le jeune Jean-Luc en regardant sa mère tousser violemment. « Je ne peux pas manquer le travail, chérie », avait répondu Sylvie entre deux quintes de tout. « On a besoin de l'argent de mon service supplémentaire. Alors laisse-moi manquer l'école pour que je puisse m'occuper de toi. » Sylvie lui avait pris le visage entre ses mains. « Jamais, tu entends ? Ne manque jamais l'école. C'est ta seule chance d'avoir une vie meilleure. » Monsieur Jean-Luc, la voix d'Amélie le ramena. « Ça va ?» Il cligna des yeux, réalisant que ses yeux étaient humides de larmes. « Oui, ma chérie,
Je me souvenais juste de certaines choses. Amélie l'étudia avec ce regard intense qui semblait sonder son âme. « Tu as perdu ta maman aussi, n'est-ce pas ?» La question le prit au dépourvu. « Comment sais-tu ça ?»« Par la façon dont tu nous regardes parfois, » répondit-elle en testant la température du lait sur son poignet. « Tiens, c'est le même regard que je vois dans le miroir quand je pense à maman. » Jean-Luc sentit son cœur se tordre. Comment une fillette de 5 ans pouvait-elle être si perspicace? « Oui, » admit-il doucement, « j'ai perdu ma mère quand j'avais à peu près ton âge. » Le souvenir le plus douloureux de tous refit surface sans crier gare. Le couloir de l'hôpital était froid. Jean-Luc était blotti sur une chaise de salle d'attente, ses jambes se balançant au-dessus du sol. L'assistante sociale, Sandra, parlait de pneumonie avancée et de conditions préexistantes, mais tout ce qu'il comprenait, c'est que sa mère ne reviendrait pas. « As-tu des parents que nous pouvons contacter ?» Jean-Luc secoua la tête. Ça avait toujours été juste lui et sa mère. Toujours. « C'est pour ça que tu nous as aidés ?» demanda Amélie, interrompant le souvenir. « En partie, » répondit Jean-Luc, ajustant doucement Noah pour qu'il puisse boire plus confortablement son biberon. « Mais surtout parce qu'aucun enfant ne devrait vivre ce que j'ai vécu, ce que vous vivez. » Dehors, on entendit le rire de Léa qui découvrait un chat errant le long du mur du jardin. « Qu'est-ce qui s'est passé ensuite ?» demanda Amélie à voix basse. « Après ta maman, tu sais ?» Jean-Luc prit une profonde inspiration. Il n'avait jamais raconté cette histoire à personne. « Je suis allé dans un orphelinat, » commença-t-il, remarquant qu'Amélie lui accordait toute son attention. « J'y suis resté 3 ans, à regarder d'autres enfants se faire adopter, toujours les plus jeunes. J'ai beaucoup étudié, j'ai eu une bourse pour un internat, et je me suis promis qu'un jour, j'aiderai d'autres enfants dans la même situation. Et maintenant, tu as cette grande maison, » remarqua Amélie en regardant la cuisine luxueuse. « Oui, » répondit Jean-Luc avec un sourire triste. « Mais tu sais quelque chose? Ça n'a jamais vraiment été un foyer. Pas avant. »« Pas avant qu'on arrive, » termina Amélie. « Oui, » admit-il, « pas avant que vous arriviez. » Noah jouait avec les doigts de Jean-Luc, laissant échapper de petits bruits heureux. Amélie regardait la scène avec une expression qui combinait le désir et l'espoir. « Maman disait toujours que la maison, ce n'est pas un lieu, dit-elle. C'est là où se trouve ta famille. » La voix de sa propre mère résonna dans sa mémoire. « La maison, c'est là où il y a de l'amour, mon Jean-Luc. Peu importe si c'est petit ou simple. Ce qui compte, c'est l'amour à l'intérieur. Ta mère était une femme très sage, » commenta Jean-Luc en ravalant la boule dans sa gorge. « Amélie » appela Léa depuis le jardin. « Le chat m'a laissé le caresser. »« Vas-y » encouragea Jean-Luc, voyant comment Amélie était partagée entre l'envie de jouer et la responsabilité de s'occuper de Noah. « Je le surveille. Tu mérites d'être une enfant aussi. » Amélie hésita un instant, puis fit quelque chose d'inattendu. Elle se mit sur la pointe des pieds et lui fit un rapide baiser sur la joue avant de courir dehors. Jean-Luc se figea, sentant cet endroit sur sa joue brûler comme une marque au fer rouge. Noah gazouilla dans ses bras, comme amusé par son choc. Le dernier souvenir de sa mère apparut doucement dans son esprit. « Je t'aime, mon Jean-Luc. Ne l'oublie jamais. Quoi qu'il arrive, ne laisse personne t'enlever ton cœur. » Des larmes coulèrent sur son visage, mais pour la première fois depuis des décennies, ce n'étaient pas seulement des larmes de douleur. Il y avait de l'espoir maintenant, une renaissance, une possibilité. Dehors, on entendait les rires des filles et le miaulement occasionnel du chat. Le soleil de midi projetait des motifs dorés sur le sol de la cuisine. Noah dormait dans ses bras, un petit doigt agrippant la chemise de Jean-Luc. À cet instant, Jean-Luc Dubois comprit que sa vie avait bouclé la boucle. Des années auparavant, il avait été le garçon effrayé et solitaire. Maintenant, le destin avait placé 3 enfants dans la même situation difficile devant lui. Pas par coïncidence, mais parce que seul quelqu'un qui connaissait cette douleur pouvait vraiment comprendre comment la guérir. « Merci, maman, » murmura-t-il. « Maintenant, je comprends. » Dehors, Amélie présentait formellement le chat à Léa, qui poussa un cri de joie. L'animal, un matou roux et dodu,
semblait parfaitement content avec les filles. Jean-Luc observait la scène avec un sourire, sentant son cœur, si longtemps protégé par l'armure du succès professionnel et de la solitude, s'adoucir davantage à chaque éclat de rire enfantin. Les souvenirs de sa propre enfance, autrefois si douloureux, avaient maintenant un nouveau but, le guider dans sa mission de donner à ses enfants tout ce qu'il avait lui-même perdu. La voix de sa mère résonna une dernière fois. « Parfois, nous devons parcourir certains chemins pour pouvoir aider les autres à les traverser plus tard. » Et là, dans cet après-midi doré de transformation, Jean-Luc comprit enfin. Il ne s'agissait pas seulement de survivre à la perte et à la solitude. Il s'agissait de les transformer en compassion et en amour. Il s'agissait d'utiliser ses propres cicatrices comme des cartes pour guider les autres à travers l'obscurité. Il s'agissait de transformer un hôtel particulier vide en un foyer, et 3 enfants effrayés en une famille. « Monsieur Jean-Luc » appela Léa. « Viens voir, le chat fait des tours. »« J'arrive, ma chérie » répondit-il en souriant. « J'arrive. » Et alors qu'il se dirigeait vers le jardin avec Noah dans les bras, Jean-Luc sentit comme si sa mère était là, souriant d'approbation. Le petit garçon effrayé qu'il avait été avait enfin trouvé le chemin de la maison, non pas à travers les réalisations matérielles, mais à travers l'amour de 3 petits cœurs qui, comme le sien, avaient juste besoin d'une chance de recommencer. La transformation ne faisait que commencer, mais pour la première fois de sa vie, Jean-Luc Dubois n'avait pas peur du changement. Car maintenant, il savait que parfois, il faut une tempête pour laver l'âme et permettre à quelque chose de nouveau de s'épanouir. Il était tard dans la nuit quand Jean-Luc eut enfin un moment pour lui dans son bureau. Les enfants dormaient profondément après une journée bien remplie sur la nouvelle aire de jeu, et l'hôtel particulier était silencieux, à l'exception du doux bruit de la pluie dehors. « Sophie Martin » murmura-t-il en tapant le nom dans son ordinateur portable. Il était temps d'en savoir plus sur la mère des enfants. L'écran ne livra que peu de résultats pertinents. Quelques pages de réseaux sociaux obsolètes, des mentions dans de vieux annuaires téléphoniques, rien de substantiel. Jean-Luc attrapa son téléphone et composa un numéro qu'il utilisait rarement. « Gabin, c'est Jean-Luc Dubois. J'ai besoin d'une faveur. » Il fit une pause, écoutant la réponse à l'autre bout du fil. « Oui, je sais qu'il est tard, mais c'est urgent et extrêmement confidentiel. » Gabin Leclerc était le meilleur détective privé de Paris, connu pour sa discrétion et son efficacité. Jean-Luc avait utilisé ses services quelques fois pour des vérifications préalables sur des acquisitions majeures. « J'ai besoin de tout ce que tu peux trouver sur une Sophie Martin. Elle est décédée il y a environ 1 mois. Elle avait 3 enfants, Amélie, Léa et Noah. » Jean-Luc hésita avant de continuer. « Et Gabin, c'est personnel. Très personnel. » Après avoir donné tous les détails qu'il avait, Jean-Luc raccrocha et se pencha en arrière dans son fauteuil. Son regard dériva vers la photo des enfants qui trônait désormais sur son bureau, un cliché que Manon avait pris d'eux dans le jardin, tous les 3 souriant à l'appareil photo. Comment leur vie s'était-elle entremêlée de manière si profonde, si rapidement? Un bruit à la porte le fit se retourner. Amélie se tenait là, ses yeux endormis, mais alerte fixée sur lui. « Tu n'arrives pas à dormir » demanda-t-il doucement. Elle secoua la tête et entra dans le bureau. Ses yeux parcoururent les écrans d'ordinateur où diverses recherches sur sa mère étaient encore ouvertes. « Tu cherches des trucs sur maman » demanda-t-elle directement. Jean-Luc envisagea de mentir, mais quelque chose dans son regard le fit changer d'avis. « Oui ? Je veux mieux comprendre votre histoire pour pouvoir vous aider. » Amélie grimpa sur l'un des fauteuils en cuir, paraissant soudain très petite. « Je peux te raconter des choses, si tu veux. Seulement si tu te sens à l'aise, » répondit Jean-Luc, fermant l'ordinateur portable pour lui accorder toute son attention. « Maman travaillait beaucoup, » commença Amélie, la voix basse mais stable. Le matin, elle nettoyait des bureaux et l'après-midi, elle s'occupait d'enfants dans une crèche. Parfois, elle faisait aussi des gâteaux pour les vendre. Jean-Luc prit des notes mentales. Sophie semblait être une femme déterminée, faisant tout son possible pour subvenir aux besoins de ses enfants. Et on vivait toutes dans un petit appartement, mais il était joli.
maman mettait toujours des fleurs à la fenêtre. Amélie sourit légèrement à ce souvenir. Il y avait une vieille dame qui habitait au-dessus, Madame Dubois. Elle s'occupait de nous quand maman devait travailler tard. Le téléphone de Jean-Luc vibra avec un texto de Gabin. Résultat préliminaire dans 24 heures. Trouvez quelque chose d'intéressant dans les dossiers de l'hôpital. « Amélie, demanda doucement Jean-Luc, sais-tu dans quel hôpital ta mère a séjourné ?»« Necker enfant malade, répondit-elle. C'était loin de la maison, mais maman disait qu'ils avaient tous les meilleurs médecins. Une autre pièce du puzzle. Jean-Luc transmit immédiatement l'information à Gabin. « Et ton père ?» demanda-t-il avec précaution. « Est-ce que ta mère en a déjà parlé ?» Amélie fronça les sourcils, réfléchissant. « Presque jamais. Une fois, quand elle était vraiment triste, je l'ai entendue parler à Madame Dubois. Quelque chose sur le fait qu'il ne savait pas pour nous, que c'était mieux comme ça. » Jean-Luc sentit une étrange sensation au creux de son estomac, une intuition qu'il ne pouvait expliquer. Le matin apporta de nouvelles découvertes. Gabin arriva tôt, portant un épais dossier de documents. « Tu es sûr de vouloir faire ça ?» demanda le détective, après avoir expliqué ses premières conclusions. « Une partie de tout ça est compliquée. »« Continue, » insista Jean-Luc. « Sophie Martin, 28 ans. Travaillait à 2 emplois, comme nous le savions. Casier judiciaire vierge, facture payée, aucun problème légal. » Gabin vérifia ses notes. La partie intéressante commence avec les certificats de naissance des enfants. La section du père est vide sur tous. Mais... Elle a essayé de contacter quelqu'un avant de mourir. Plusieurs appels au même numéro dans ces dernières semaines. Jean-Luc prit le rapport de l'hôpital que Gabin lui tendit. En le lisant, son cœur commença à battre plus vite. Quelque chose ici ne collait pas. Ou peut-être que ça collait trop bien. « J'ai besoin que tu creuses plus profondément, » dit-il à Gabin. Beaucoup plus profondément. Surtout sur ce numéro de téléphone. Après le départ du détective, Jean-Luc passa un long moment à regarder par la fenêtre de son bureau. Dans le jardin, Amélie poussait Léa sur la balançoire, tandis que Noah dormait dans une poussette à proximité. La scène domestique paisible contrastait vivement avec la tempête qui se préparait dans son esprit. Manon entra sans frapper, ce qu'elle ne faisait qu'en cas d'urgence. « J'ai trouvé ça dans les vieilles archives, » dit-elle en posant un dossier jauni sur son bureau. « J'ai pensé que vous devriez le voir. » Jean-Luc l'ouvrit et sentit l'air lui manquer. C'était un ancien contrat de location pour l'un des premiers immeubles que sa société avait géré, il y a environ 6 ans. Le nom du locataire, Sophie Martin. « Ça ne peut pas être une coïncidence, » murmura-t-il. « Il y a plus, » hésita Manon. « Vous vous souvenez de l'employée du personnel de nettoyage que vous avez aidé il y a quelques années, celle dont vous avez payé le traitement médical ?» Un frisson lui parcourut l'échine. « Ça ne peut pas être. » « C'était elle, Jean-Luc. Sophie a travaillé pour vous pendant 3 mois avant de démissionner soudainement, peu de temps après. » Peu de temps après quoi? Manon semblait mal à l'aise. Peu de temps après avoir découvert qu'elle était enceinte. Jean-Luc s'assit lourdement dans son fauteuil, son esprit tourbillonnant d'implications. Les dates, les lieux, les coïncidences. Son téléphone sonna. C'était encore Gabin. « Dubois, vous devez voir ça. Je viens de trouver son testament. Il y a une lettre qui vous est adressée. » « Une lettre pour moi? Comment est-ce possible? » « Je ne sais pas, mais elle est au palais de justice. Et il y a plus. J'ai trouvé des registres de dépôts bancaires réguliers sur son compte. Petit, mais constant. La source est un compte offshore qui mène directement. »« À moi !» termina Jean-Luc, une lourdeur se formant dans sa poitrine. À ce moment, un rire d'enfant flotta depuis le jardin. Jean-Luc regarda de nouveau dehors, se concentrant sur Amélie. Ses cheveux noirs, ses yeux déterminés, sa volonté farouche. Des traits qu'il voyait tous les jours dans le miroir. « Mon Dieu !» murmura-t-il, les pièces du puzzle s'emboîtant enfin. La porte du bureau s'ouvrit de nouveau, et Léa entra en courant. « Monsieur Jean-Luc, viens voir ce qu'Amélie a appris au chat à faire. » Il jeta un coup d'œil à la petite fille, son sourire éclatant, son énergie débordante. Comment n'avait-il pas réalisé plus tôt? « J'arrive tout de suite, ma chérie, » répondit-il automatiquement, l'esprit encore sous le choc.
Manon le regardait anxieusement. « Qu'allez-vous faire ?»« D'abord, je vais chercher cette lettre, » dit-il en se levant. « Ensuite, je vais découvrir pourquoi Sophie ne m'a jamais parlé d'eux. » Dans le jardin, Amélie avait réussi à apprendre au chat à donner la patte. Son visage rayonnait de fierté alors qu'elle démontrait le tour. Jean-Luc sentit son cœur se serrer en la regardant, non seulement pour l'affection qu'il ressentait déjà, mais pour ce qu'il commençait à suspecter. « Monsieur Jean-Luc » appela-t-elle en le voyant. « Ça va? Tu as l'air bizarre. »« Je vais bien » força-t-il un sourire. « Je pensais juste à quelques trucs. » Amélie l'étudia avec cette même intensité qui l'avait frappé sur l'autoroute. La même intensité qu'il avait eue, enfant, selon sa mère. « C'est à propos de maman » demanda-t-elle doucement pour que Léa n'entende pas. « Oui » répondit-il honnêtement. « Mais ne t'inquiète pas, ce sont de bonnes choses. » Amélie hocha la tête, semblant accepter sa réponse. Elle retourna son attention vers le chat, mais Jean-Luc remarqua qu'elle le surveillait du coin de l'œil. Son téléphone vibra avec un autre texto de Gabin. « J'ai trouvé de vieilles photos. Vous voudrez les voir ?» Jean-Luc prit une profonde inspiration, sentant que sa vie était sur le point de changer encore plus. Les pièces du puzzle étaient toutes là, attendant d'être assemblées. Et quelque chose lui disait qu'une fois qu'il verrait l'image complète, elle serait bien plus percutante qu'il n'aurait pu l'imaginer. « Manon » appela-t-il doucement, « annulez tous mes rendez-vous cette semaine. J'ai une lettre à récupérer. » Dehors, dans le jardin, Amélie apprenait maintenant à Léa comment faire donner la patte au chat. Noah s'était réveillé et regardait tout avec de grands yeux curieux. Jean-Luc se tenait sur le seuil, le cœur partagé entre la peur de ce qu'il allait apprendre et la certitude que, quoi que cette lettre révèle, ses enfants étaient déjà sa famille. Le mystère de Sophie Martin était sur le point d'être dévoilé, et avec lui, des secrets qui changeraient à jamais la vie de toutes les personnes concernées. Le dossier que Gabin a remis ce matin-là semblait plus lourd que ces quelques grammes de papier. Jean-Luc le tenait avec des mains légèrement tremblantes, sachant qu'à l'intérieur se trouvaient les dernières pièces de l'histoire de Sophie. « Êtes-vous sûr de vouloir l'ouvrir maintenant » demanda doucement Manon. « Les enfants sont à l'école » termina Jean-Luc, « c'est le moment idéal. » À l'intérieur, il trouva un journal intime, quelques vieilles photos et une lettre adressée à Amélie, à lui remettre quand elle aurait 18 ans. Jean-Luc hésita avant d'ouvrir le journal. Cela ressemblait à une invasion de la vie privée, même si Sophie n'était plus là. « Elle voulait que vous sachiez » dit Manon, comme si elle lisait dans ses pensées. C'est pourquoi elle a tout arrangé de cette façon. Avec un lourd soupir, Jean-Luc commença à lire. « Cher journal, aujourd'hui j'ai revu Jean-Luc Dubois. Il ne m'a pas remarqué. Pourquoi le ferait-il ? Je ne suis qu'une employée de nettoyage de plus dans son empire. Mais il y a quelque chose en lui, une solitude que je reconnais parce que c'est la même que la mienne. On dit qu'il est froid, calculateur. Mais aujourd'hui, je l'ai vu s'arrêter pour aider une dame âgée qui avait laissé tomber ses courses à l'entrée de l'immeuble. J'ai vu de la gentillesse dans ses yeux, du soin dans ses gestes, et j'ai pensé « Comment quelqu'un comme ça peut-il être si seul ?» Jean-Luc s'interrompit dans sa lecture, se souvenant vaguement de ce jour. C'était juste avant la fête de fin d'année de l'entreprise, où... Il continua, les pages révélant comment Sophie l'observait de loin, remarquant de petits détails que tout le monde ignorait. Comment il s'assurait toujours qu'il y ait du café frais pour le personnel de nettoyage. Comment il saluait tout le monde par son nom, quel que soit son poste. Puis il arriva à l'entrée, qui changea tout. C'est arrivé à la fête de fin d'année. Nous avons enfin parlé pour de vrai. Pas en tant que patron et employé, mais en tant que deux personnes. Il m'a parlé de son enfance difficile, de la perte de sa mère à un jeune âge. J'ai partagé mes rêves, mes peurs, mon espoir d'une vie meilleure. Un verre en a entraîné un autre, et puis, ses yeux contenaient tant de solitude, un tel désir de connexion. Tout comme les miens, je sais que ce n'était qu'une nuit. Je sais que demain, nous redeviendrons ce que nous avons toujours été. Lui, l'homme d'affaires à succès. Moi, la rêveuse qui nettoie ses bureaux, mais pendant quelques heures, nous n'étions que Jean-Luc et Sophie. Deux âmes solitaires trouvant du réconfort l'une dans l'autre.
Les mains de Jean-Luc tremblaient violemment maintenant. Les souvenirs de cette nuit, longtemps enfouis sous des années de travail et d'isolement, refaisaient surface avec une clarté saisissante. Sophie. Bien sûr. Comment n'avait-il pas reconnu son nom avant? Elle était différente alors, plus jeune, plus légère, sans le poids des responsabilités qui viendraient plus tard. Ils avaient parlé pendant des heures, de rêves et de peurs, de leurs enfances difficiles, d'espoir. Il se força à lire la suite. Quelques semaines plus tard, j'ai découvert que j'étais enceinte. J'ai voulu le lui dire. Dieu sait combien de fois j'ai décroché le téléphone. Mais ensuite, j'ai vu les nouvelles. Jean-Luc Dubois conclut un accord d'1 milliard de dollars, le prodige des affaires. Il s'envolait, et moi, je n'étais qu'une femme de ménage tombée amoureuse de son patron. J'ai quitté mon travail avant que ma grossesse ne devienne évidente. J'ai utilisé l'argent qu'il m'avait donné pour un traitement médical pour commencer une nouvelle vie. Et quand Amélie est née, Jean-Luc eut un hoquet, des larmes coulant maintenant librement sur son visage. Quand Amélie est née, avec des yeux si semblables aux siens, j'ai su que j'avais fait le bon choix. Il avait un empire à construire. De quel droit pouvais-je compliquer sa vie avec un enfant inattendu? Les années ont passé. J'ai rencontré quelqu'un, un homme bon, qui n'a pas hésité à élever Amélie comme la sienne. Nous avons eu Léa, et pendant un temps, j'ai été vraiment heureuse. Mais il est mort dans un accident avant la naissance de Noah. Et puis... Le journal tremblait dans les mains de Jean-Luc. Dehors, il pouvait entendre Amélie, sa fille, sa première-née, raconter quelque chose à Léa, probablement sur leur journée d'école. Quand j'ai découvert ma maladie, j'ai su que je devais le lui dire. Pas pour moi, mais pour elle. Amélie est ta fille, Jean-Luc. Et bien que Léa et Noah ne soient pas biologiquement les tiens, dans mon cœur, ils ont toujours été frères et sœurs. Je ne demande rien. Je sais que c'est beaucoup à encaisser, et tu as tout à fait le droit d'ignorer cette lettre. Mais si un jour, par miracle, tu rencontres ces enfants, s'il te plaît, ne les sépare pas. Ils n'ont plus qu'eux-mêmes maintenant. Et Jean-Luc, pardonne-moi de ne pas t'avoir donné la chance de choisir, de t'avoir enlevé des années que tu aurais pu avoir avec Amélie. J'ai fait ce que je croyais être juste à l'époque. Mais maintenant, près de la fin, je ne suis plus si sûr. Avec amour, éternellement, Sophie. Le papier glissa de ses doigts tremblants. Un long moment, Jean-Luc resta paralysé, son esprit une tempête d'émotions et de souvenirs. Amélie, sa fille, les yeux déterminés, la volonté farouche, l'intelligence vive. Tout prenait sens maintenant. Comment n'avait-il pas vu? Comment n'avait-il pas remarqué son propre reflet dans cette petite guerrière de 5 ans? Un sanglot s'échappa de sa gorge, puis un autre, jusqu'à ce qu'il pleure ouvertement. Des années de solitude et de vide prenaient enfin un sens, avaient enfin une raison. Monsieur Jean-Luc? La voix d'Amélie, sa fille, mon Dieu, sa fille, lui fit lever la tête. Elle se tenait à la porte du bureau, ses yeux, grands ouverts d'inquiétude. Amélie? Sa voix se brisa. « Viens ici, ma chérie. » Elle s'approcha avec hésitation, clairement effrayée par ses larmes. Jean-Luc la souleva sur ses genoux, la serrant dans ses bras avec tout l'amour qu'il ignorait lui avoir manqué pendant 6 ans. « Pourquoi tu pleures ?» demanda-t-elle doucement. « Parce que... » Comment pouvait-il l'expliquer? Comment dire à cet enfant qu'il était le père qu'elle n'avait jamais connu? Parfois, on pleure quand on découvre quelque chose de très, très spécial. Amélie l'étudia avec cette intensité qu'il reconnaissait comme la sienne. « C'est à propos de maman? Tu as découvert quelque chose ?» Jean-Luc prit une profonde inspiration. « Oui, ma chérie, j'ai découvert quelque chose de vraiment important, quelque chose que ta maman voulait que je sache. »« Quoi? Amélie ?» Il prit ses petites mains dans les siennes. « Ta maman m'a laissé une lettre très spéciale qui explique pourquoi te trouver cette nuit-là n'était pas un accident. » La fille fronça les sourcils, confuse. « Qu'est-ce que tu veux dire? Il y a longtemps, avant que tu ne sois née, j'ai rencontré ta maman.
On tenait beaucoup l'un à l'autre. Et des larmes coulèrent de nouveau. « Amélie, je suis ton père. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Amélie resta complètement immobile sur ses genoux, ses yeux fixés sur les siens, cherchant la vérité, les mensonges, l'espoir. « Mon papa ?» Sa voix n'était qu'un murmure. « Oui, ma douce, je ne le savais pas. Ta maman ne me l'a jamais dit. Mais maintenant... » Il lui toucha doucement le visage. « Maintenant, je sais pourquoi mon cœur t'a reconnu cette nuit-là. Pourquoi j'ai dû arrêter la voiture. Pourquoi je ne pouvais pas vous laisser là. Mais... » Amélie peinait à trouver ses mots, et Léa et Noah. « Ce sont tes frères et sœurs, » répondit fermement Jean-Luc. « Ta famille. Et maintenant, ce sont mes enfants aussi, si vous le voulez tous. » Amélie le fixa longuement, et Jean-Luc vit le moment exact où la compréhension se fit jour. Ses yeux se remplirent de larmes. « C'est pour ça que tu me ressembles tant, » murmura-t-elle. « C'est pour ça qu'on fait la même tête quand on réfléchit fort. » Jean-Luc rit à travers ses larmes. « Oui, ma chérie. Et on a le même sourire en coin, et le même caractère têtu. J'ai toujours voulu un papa, » avoua doucement Amélie, posant sa tête contre sa poitrine. « Je me suis toujours demandé ce que ça ferait. »« Pardonne-moi, » murmura Jean-Luc dans ses cheveux, « de ne pas avoir été là avant. Si j'avais su... » « Ce n'est pas ta faute, » répondit-elle avec une sagesse au-delà de son âge. Maman devait avoir ses raisons. Ils restèrent ainsi un long moment, père et fille se reconnaissant. Des années d'absence comblées par l'amour et la compréhension. « Amélie ?» La voix de Léa vint du jardin. « Viens voir ce que le chat a fait. » Amélie se redressa rapidement, soudain inquiète. « Et Léa? Comment on va lui dire ?» Doucement et avec amour, répondit Jean-Luc. « Ce sont tes frères et sœurs, et maintenant ce sont mes enfants. Rien ne changera ça, promis. Tu ne nous sépareras pas ?»« Jamais, » jura solennellement Jean-Luc. « Vous trois, vous êtes un lot, mon lot complet. » Amélie sourit, ce sourire en coin qu'il reconnaissait maintenant comme un trait hérité, et sauta de ses genoux. « Alors viens, » dit-elle en lui tendant la main. « Allons leur dire qu'on a un papa maintenant. » Jean-Luc prit sa petite main, étonné de voir à quel point elle s'ajustait parfaitement à la sienne. Ensemble, ils se dirigèrent vers le jardin où Léa et Noah jouaient sous l'œil vigilant de Manon. En regardant ses trois enfants, oui, tous les trois, Jean-Luc sentit son cœur déborder d'amour. Le vide qu'il avait porté toute sa vie prenait enfin un sens. Il avait exactement la taille d'une famille. Léa, Noah, appela Amélie, la voix tremblante d'émotion. « On a quelque chose à vous dire. » Et alors que le soleil de l'après-midi baignait le jardin d'une lumière dorée, Jean-Luc Dubois comprit enfin que parfois, les plus grands cadeaux de la vie viennent déguisés en tempête. Car cette nuit pluvieuse, où il s'était arrêté pour aider trois enfants abandonnés, il ne les avait pas seulement sauvés. Il s'était sauvé lui-même, comblant un vide dont il ignorait même l'existence, complétant un cercle que le destin avait commencé 6 ans plus tôt. Il était un père, père d'Amélie, père de Léa, père de Noah. Et rien au monde, aucune entreprise, aucune fortune, aucun empire ne pouvait se comparer à la richesse de cette découverte. Le cabinet d'avocats Antoine & Associés occupait tout le 20e étage d'un immeuble en miroir du centre de Paris. Jean-Luc observait la ville par la fenêtre pendant que Richard, son avocat de longue date, lui expliquait les complexités du processus à venir. « Ce ne sera pas facile, Jean-Luc, » prévint Antoine en étalant des documents sur la table en acajou. Le fait qu'Amélie soit votre fille biologique aide en partie, mais il y a toujours le fait que vous avez recueilli les enfants sans en avertir immédiatement les autorités. Et l'adoption conjointe de Léa et Noah? Eh bien, c'est un autre défi. Jean-Luc se tourna pour lui faire face, la détermination gravée sur ses traits. Combien de temps? Au mieux, 6 mois. Au pire... Antoine hésita. Ça pourrait prendre des années. Des années? Jean-Luc sentit son estomac se nouer.
Et pendant ce temps, les enfants devraient retourner dans le système, attendre en famille d'accueil, pendant que le processus... « Pas question, interrompit sèchement Jean-Luc. Il doit y avoir un autre moyen. Antoine soupira, fouillant dans son dossier. Il y a une possibilité. C'est non conventionnel, mais avec vos ressources et votre influence. Tout ce qu'il faudra, déclara Jean-Luc. L'argent n'est pas un problème. Il ne s'agit pas d'argent, Jean-Luc. Il s'agit de prouver que vous êtes la meilleure option pour ces enfants. Et pour cela, nous avons besoin d'une stratégie solide. Pendant les 2 heures suivantes, ils plongèrent dans une mer de paperasse, de stratégie juridique et de planification. Quand Jean-Luc quitta enfin le cabinet, il sentit le poids de la bataille qu'il s'apprêtait à mener. À la maison, il trouva une scène qui lui serra le cœur. Amélie aidait Léa avec un devoir de coloriage, tandis que Noah dormait paisiblement dans un parc de jeux improvisé dans le salon. Manon observait discrètement depuis la cuisine. « Papa !» cria Léa en le voyant. Le mot était encore nouveau. Il faisait encore bondir son cœur chaque fois qu'il l'entendait. Amélie leva les yeux de son coloriage et Jean-Luc vit immédiatement qu'elle sentait son inquiétude. Sa fille était toujours extraordinairement perspicace. « Tout va bien ?» demanda-t-elle doucement quand il se pencha pour l'embrasser sur le front. « Ça ira !» promit-il, essayant de paraître plus confiant qu'il ne l'était. Les jours suivants furent une course contre la montre. Jean-Luc partageait ses heures entre les réunions avec les avocats, les visites aux tribunaux et aux bureaux gouvernementaux, et les tentatives de maintenir une certaine normalité pour les enfants. « Les évaluations psychologiques sont cruciales », expliqua le docteur Camille, une psychologue pour enfants recommandée par Antoine. « Nous devons démontrer que les enfants sont bien adaptés et que les séparer maintenant serait traumatisant. » Jean-Luc observait à travers la vitre sans teint la professionnelle mener une séance avec Amélie et Léa. Son cœur se serra en voyant comment ses filles interagissaient. Le lien entre elles était palpable, incassable. « Elles sont extraordinaires », commenta le docteur Camille par la suite. « Surtout Amélie. Sa maturité émotionnelle est remarquable pour son âge. »« Elle a dû grandir trop vite », répondit Jean-Luc, un mélange familier de fierté et de tristesse dans la voix. Les visites de l'assistante sociale étaient particulièrement stressantes. Margot était une femme sévère qui semblait déterminée à trouver des failles dans tout. « Monsieur Dubois, dit-elle lors de sa première visite, « je comprends que vos intentions sont bonnes, mais il y a des procédures à suivre. Vous ne pouvez pas simplement décider de garder 3 enfants parce que vous les avez trouvés dans la rue. » « Ce n'était pas une décision aléatoire, » répondit Jean-Luc, gardant sa voix calme malgré son irritation croissante. « Amélie est ma fille biologique, et ses frères et sœurs sont une partie inséparable d'elle. »« Demi-frères et sœurs, » corrigea froidement Margot. « Frères et sœurs, » insista Jean-Luc. « La famille ne se définit pas par l'ADN. Le combat juridique sapait son énergie, mais ses moments à la maison le maintenaient fort. » Comme la nuit où il trouva les 3 enfants endormis dans son lit après que Léa ait fait un autre cauchemar. « Il ne pouvait pas dormir, » expliqua doucement Manon. « Amélie a dit que vous les faites toujours se sentir en sécurité. » Jean-Luc regarda les 3 visages endormis et sentit des larmes lui monter aux yeux. Comment pouvait-on penser à séparer ses enfants ? L'affaire avançait à pas de tortue bureaucratique, chaque petite victoire célébrée comme un triomphe majeur. La confirmation de la paternité d'Amélie par test ADN fut une étape importante. « Cela renforce considérablement notre cas », expliqua Antoine. « Maintenant, nous pouvons argumenter que séparer la fratrie violerait le principe de l'intérêt supérieur des enfants. » Mais un moment apparemment simple se transforma en l'un de leurs plus grands triomphes. Lors d'une visite supervisée, Noah, qui commençait tout juste à parler, appela Jean-Luc papa pour la première fois. L'assistante sociale, qui observait, ne put s'empêcher de remarquer comment le milliardaire laissa immédiatement tomber ses papiers pour prendre le bébé, les yeux brillants de joie. « Il n'a jamais dit ça avant ?» demanda-t-elle, son ton moins dur que d'habitude. « Pas si clairement, » répondit Jean-Luc, encore émerveillé. « Il babille beaucoup, mais ça, c'était spécial. » Margot prit quelques notes sur son presse-papier, et Jean-Luc aurait juré voir un petit sourire sur ses lèvres.
Les semaines se transformèrent en mois. L'hôtel particulier, autrefois froid et impersonnel, s'épanouit de vie. Des dessins d'enfants décoraient les murs, des jouets étaient éparpillés dans un désordre contrôlé, et les rires résonnaient dans les couloirs. « Vous avez changé, monsieur ?» remarqua Manon un jour, alors qu'il regardait les enfants jouer dans le jardin. « Comment ça ?»« Avant, c'était tout travail, réunion, contrat. Maintenant ?» Elle sourit. « Maintenant, vous êtes vivant. » Jean-Luc savait qu'elle avait raison. Ses priorités avaient complètement changé. Les appels importants venaient maintenant de l'école d'Amélie. Les rendez-vous non négociables étaient le récital de danse de Léa. Et les réunions critiques étaient les rassemblements familiaux en fin de journée. La transformation ne passa pas inaperçue auprès de l'équipe d'adoption. Le rapport psychologique final fut particulièrement émouvant. Il existe un lien remarquable entre M. Dubois et les enfants. La connexion émotionnelle transcende les aspects biologiques, démontrant une véritable relation paternelle avec les 3 mineurs. Séparer cette unité familiale à ce stade nuirait potentiellement au développement émotionnel des enfants. Mais une crise inattendue fit finalement pencher la balance. Noah tomba malade d'une pneumonie, l'envoyant à l'hôpital sans préavis. Jean-Luc passa 3 jours et 3 nuits au chevet de son fils, alternant entre prières silencieuses et conversations douces avec le bébé. Amélie et Léa refusèrent de partir, dormant sur des chaises inconfortables, se tenant toujours la main. La scène émut même les infirmières les plus endurcies. « C'est ça, la famille !» commenta l'une d'elles à Margot, qui était là pour une visite de supervision. Aucune paperasse ne le prouve plus que ça. Quand Noah fut enfin sorti de l'hôpital, l'assistante sociale demanda une réunion avec Jean-Luc. « Monsieur Dubois » commença-t-elle, son ton plus doux que d'habitude. « J'ai passé les derniers mois à chercher des raisons de ne pas recommander cette adoption. C'était mon travail, après tout, de m'assurer que ces enfants appartiennent vraiment là où ils sont. » Le cœur de Jean-Luc battait la chamade. Mais après avoir observé votre dévouement, l'amour évident entre vous, l'unité de cette famille, elle sourit pour la première fois, ce serait cruel de séparer ce que le destin a si clairement réuni. Sa recommandation positive fut un tournant dans le processus. Des obstacles subsistaient, des documents à signer, des audiences au tribunal à assister, mais il y avait maintenant une certitude. « Papa » appela Amélie un soir alors qu'il bordait les enfants. « On va rester ensemble pour toujours, n'est-ce pas ?» Jean-Luc regarda ces 3 miracles. Amélie avec ses yeux déterminés si semblables aux siens. Léa avec son sourire qui pouvait illuminer le jour le plus sombre. Noah serrant son ours en peluche et sentit une certitude absolue emplir sa poitrine. « Pour toujours, promit-il. Rien ni personne ne séparera notre famille. » Et alors qu'il regardait ses enfants s'endormir, Jean-Luc Dubois sut qu'il avait trouvé son véritable but. Pas dans les gratte-ciel qu'il avait construits, pas dans les contrats qu'il avait conclus, mais là, dans cette chambre joyeusement peinte, parmi les ours en peluche et les livres d'histoire. Il était un père. Et c'était sans aucun doute la plus grande réussite de sa vie. La bataille juridique se poursuivait, mais la fin était maintenant clairement visible à l'horizon. Et quand ce jour viendrait, quand il aurait enfin les papiers d'adoption en main, ce ne serait que la reconnaissance officielle de ce que son cœur savait depuis cette nuit de tempête. Ses enfants étaient les siens, c'était sa famille. Et pour eux, il déplacerait des montagnes, affronterait des armées, combattrait le monde entier s'il le fallait. Parce que parfois, le plus vrai des amours ne vient pas des liens du sang, mais des tempêtes qui nous amènent exactement là où nous sommes censés être. Le tribunal du juge était bondé en ce matin ensoleillé de septembre. Jean-Luc ajusta sa cravate pour la 10e fois, tandis qu'Amélie ajustait le nœud sur la robe de Léa et s'assurait que Noah était présentable dans son minuscule costume. « Levez-vous » annonça l'huissier. Le juge Robert Hayes entra avec un sourire qui suggérait que ce n'était pas une audience typique. En effet, en 30 ans de carrière, peu de cas l'avaient retouché aussi profondément que celui de la famille Dubois. « Nous sommes ici aujourd'hui, » commença-t-il, « pour officialiser ce que le destin et l'amour ont décidé il y a longtemps. » Jean-Luc tenait la main d'Amélie dans sa droite et celle de Léa dans sa gauche, tandis que Noah
était en équilibre sur sa hanche. Le moment qu'ils attendaient depuis si longtemps était enfin arrivé. « Jean-Luc Dubois, poursuivit le juge, vous êtes déjà le père biologique d'Amélie. Aujourd'hui, vous êtes ici pour adopter légalement Léa et Noah Dubois. Êtes-vous certain de cette décision ? » « Plus certain que tout dans ma vie, votre honneur, » répondit Jean-Luc, la voix épaisse d'émotion. Le juge sourit. « Léa, veux-tu que Jean-Luc Dubois soit officiellement ton papa ?»« Oui, » répondit la petite fille sans hésiter. « Il est déjà mon papa dans mon cœur. » La salle se remplit de rires émus. Manon, au premier rang, essuya discrètement une larme. « Et toi, Noah ?» demanda le juge, même si le bambin était trop jeune pour vraiment comprendre. « Papa ?» répondit Noah, en s'agrippant plus fort au cou de Jean-Luc, suscitant plus de sourires de la part des présents. « Très bien, » déclara le juge. Considérant tous les rapports, les évaluations, et surtout l'amour évident dans cette famille, c'est avec une grande joie que je signe l'adoption officielle. À partir de cet instant, Léa et Noah sont légalement les enfants de Jean-Luc Dubois. La salle d'audience éclata en applaudissements. Amélie fut la première à serrer son père dans ses bras, suivie par Léa. Noah, toujours dans les bras de Jean-Luc, rejoignit l'étreinte de groupe avec ses petits bras. « Maintenant, personne ne pourra plus jamais nous séparer, » proclama Léa, faisant rire tout le monde à travers leurs larmes. La célébration à l'hôtel particulier des Dubois était intime mais significative. Le jardin, paré de ballons et de rubans, était rempli des personnes qui avaient fait partie de ce voyage extraordinaire. Antoine, l'avocat, leva son verre pour un toast. À la famille Dubois, qui nous a appris que parfois, les plus grandes bénédictions viennent déguisées en tempête. Manon avait tout organisé à la perfection, du buffet pour enfants au décor qui mêlait élégance et détails ludiques. Au centre, un gâteau à 3 étages décoré sur le thème « Notre famille », une idée d'Amélie. « Papa », dit Amélie à un moment donné, tirant Jean-Luc à part dans un coin plus calme du jardin. « J'ai quelque chose à te montrer. » Elle sortit un morceau de papier plié de la poche de sa robe. C'était un dessin. Dessus, il y avait 6 personnages se tenant la main. Jean-Luc, Amélie, Léa, Noah et 2 anges dans le ciel, Sophie et la mère de Jean-Luc, Sylvie. « C'est toute notre famille, » expliqua-t-elle. « Celle qui est ici avec nous et celle qui nous regarde d'en haut. » Jean-Luc sentit des larmes lui piquer les yeux en serrant sa fille dans ses bras. « C'est parfait, mon amour. Absolument parfait. » Plus tard, alors que la fête commençait à se calmer, Jean-Luc rassembla les enfants pour une annonce spéciale. Que diriez-vous d'un voyage pour célébrer ? Les yeux des enfants s'illuminèrent d'excitation. « Où ça, papa ?» demanda Léa, impatiente. « Je pensais que nous pourrions faire un voyage spécial, » expliqua Jean-Luc. « Nous visiterons tous les endroits importants de notre histoire. L'appartement où Amélie est née, le parc où votre maman vous emmenait jouer, l'hôpital où j'ai fait du bénévolat après avoir perdu ma mère. »« Comme un voyage dans le temps ?» demanda Amélie, les yeux brillants. « Exactement, » sourit Jean-Luc. « Pour que nous puissions comprendre d'où nous venons et célébrer où nous allons. On pourra apporter des fleurs pour maman ?» demanda doucement Léa. « Bien sûr, princesse. Et pour grand-mère Sylvie aussi. » Le voyage fut prévu pour la semaine suivante. Pour la première fois depuis des années, Jean-Luc prit de vraies vacances. Pas d'appels professionnels, pas d'emails urgents. Ce temps était pour sa famille. Ils visitèrent d'abord le petit appartement où Sophie avait élevé les enfants. Le locataire actuel, ému par leur histoire, leur permit d'entrer. Amélie se souvenait de chaque détail, guidant Léa à travers les pièces et partageant de précieux souvenirs. « Maman mettait des fleurs à cette fenêtre », leur montra-t-elle, désignant la fenêtre de la cuisine. Et ici, elle mesurait nos tailles sur le mur. Les marques étaient encore visibles, de faibles lignes avec des dates et des noms documentant la croissance d'Amélie et de Léa. Noah avait été trop jeune pour avoir une marque, mais Jean-Luc se jura silencieusement d'en faire une des leurs à la maison. Le parc où Sophie avait emmené les enfants était inchangé, avec les mêmes balançoires et toboggans. Jean-Luc regarda avec émotion Amélie montrer à Léa ses endroits préférés,
Noah trottinant derrière ses sœurs avec des jambes instables. Au cimetière, ils déposèrent des fleurs sur les tombes de Sophie et de Sylvie. Jean-Luc regarda ses 3 enfants se présenter à grand-mère Sylvie, plaçant des marguerites, les fleurs préférées de Sophie, à côté de sa pierre tombale. « Elles sont ensemble maintenant », commenta Amélie, en tenant la main de son père. « Elles nous regardent d'en haut. » Leur dernière étape fut l'hôpital où tout avait commencé, où Jean-Luc avait perdu sa mère, et, des années plus tard, où Sophie était décédée, laissant derrière elle 3 petits anges qui changeraient sa vie pour toujours. « Vous savez, dit Jean-Luc alors qu'ils parcouraient les couloirs, c'est ici que j'ai promis à ma mère qu'un jour, je ferais une différence dans la vie de quelqu'un. Je n'ai jamais su que ce serait la vôtre. » Le voyage se termina là où tout avait commencé, l'autoroute où Jean-Luc avait trouvé les enfants par cette nuit de tempête. À la lumière du jour, l'endroit semblait différent, mais l'arbre restait, témoin silencieux du moment qui avait changé leur vie. « On dirait que c'était il y a si longtemps, » observa Amélie en regardant l'arbre. « Et en même temps, on dirait que c'était hier, » ajouta Jean-Luc. De retour à l'hôtel particulier, maintenant véritablement un foyer, Jean-Luc regarda ses enfants dormir. Amélie dans sa chambre bleue remplie de livres, Léa entourée de ses ours en peluche ballerine, Noah dans son berceau sous une fresque de ciel étoilé. Dans son bureau, il contempla les photos sur son bureau, lui avec les enfants le jour de l'adoption, le dessin d'Amélie de toute la famille, de vieilles photos de Sophie avec les enfants, et une photo de lui avec sa mère. Passé et présent, chagrin et joie, perte et gain, tous tissés ensemble en une histoire de rédemption et d'amour. Manon le trouva là, perdu dans ses pensées. « À quoi pensez-vous » demanda-t-elle doucement. « À quel point la vie peut être surprenante » répondit Jean-Luc. « Comment parfois nous avons besoin de nous perdre complètement pour trouver notre chemin. Et avez-vous trouvé votre chemin » Jean-Luc sourit, écoutant la douce respiration de ses enfants endormis en arrière-plan. « J'ai trouvé bien plus que cela, Manon. J'ai trouvé le sens de tout. » Cette nuit-là, avant de se coucher, Jean-Luc écrivit une dernière entrée dans le journal qu'il avait commencé à l'arrivée des enfants. « Chères Amélie, Léa et Noah, aujourd'hui est officiellement le premier jour du reste de notre vie ensemble. Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve, mais je sais que nous y ferons face comme un seul homme, la famille que nous sommes. Amélie, ma première surprise, mon miroir, ma petite guerrière, tu m'as appris que l'amour ne connaît ni le temps, ni la distance. Léa, mon rayon de soleil, ma petite rêveuse, tu m'as montré que la famille est bien plus que le sang. Noah, mon petit miracle, mon dernier cadeau de Sophie, tu m'as montré qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer. Et Sophie, où que tu sois, merci pour nos enfants, pour ton courage, pour avoir aimé si profondément que même après ton départ, ton amour continue de nous guider. La tempête qui nous a réunis est passée. C'est maintenant un temps de soleil, de rire et d'amour. Un temps pour construire des souvenirs, pour rêver ensemble, pour être la famille que nous avons tous souhaitée. Avec un amour éternel, Papa. Il ferma le journal et regarda par la fenêtre. Le ciel était clair, parsemé d'étoiles. Quelque part là-haut, 2 femmes extraordinaires, Sophie et Sylvie, souriaient sûrement à la famille qu'elles avaient contribué à créer. La tempête était terminée, laissant derrière elle non seulement des larmes, mais des arcs-en-ciel, de nouveaux départs et la forme la plus pure de l'amour. L'amour d'une famille qui s'est choisie, s'est trouvée, s'est complétée. Et ce n'était que le début.